au Polysécure, épisode spécial. On profite du Cyber Chill à Drummondville pour enregistrer une seconde fois. Moi, c'est le troisième Cyber Chill, donc mon deuxième réel, physique. Je suis avec Michael Nadeau, Ryan Bélanger, Dominique Villeneuve. Et on va rire ensemble. Cette fois-ci, dans la recherche d'une idée subtile et intelligente, on est arrivé avec la Chine. Parce que la Chine a eu beaucoup de nouvelles. Surtout cette semaine, au moment où on enregistre, on a eu DeepSeek début de la semaine qui est sorti. Le monde sont énervés pour bien, mal, puis ainsi de suite. Il y a eu la tentative de bannir TikTok aux États-Unis qui a été comme un peu un pétard mouillé, mais en même temps, ça l'a comme poussé les gens dans un autre guet-apens chinois finalement. Ils sont dans ce qu'on Red Book. Un Red Note, je pense, parce que un autre équivalent, mais ils juste comme switcher d'un guet-apens chinois vers un autre. Fait que j'ai pas compris le principe. Puis d'ailleurs, puis l'objectif du fait américain de vouloir bannir TikTok quand ça a juste poussé les gens dans un autre TikTok finalement, essentiellement. Fait que tout ça était très amusant. Donc, on voulait partir là-dessus. Fait que je vais vous laisser un peu exprimer votre amour. Puis il y avait Tenu aussi. Il y avait tout ce beau monde chinois-là qui nous finalement envahit quotidiennement. Fait que je vais vous laisser exprimer quelques opinions sur le sujet. Tout le monde a l'air d'être silencieux quand tantôt il disait plein de choses drôles. Je vais commencer. Dans le fond, je pense que la Chine est là. Dans le fond, la Chine est définitivement là. Elle est en puissance. On voit beaucoup de plateformes, beaucoup d'outils, beaucoup de périphériques. Ils ont évidemment beaucoup de ressources qui investissent. Bannir je suis tout pour les solutions locales, l'achat local, mais de bannir une plateforme, ce n'est pas on ne l'évitera pas en la bannissant. Comme tu l'as dit, les gens vont se tourner vers d'autres choses. On l'a vu historiquement, les plateformes qui ont été bannies ont souvent été remplacées. Et combien de plateformes il y a? Il y a eu Napster, il y a eu à un moment donné, il y a très longtemps, plein d'autres plateformes qui ont tout simplement été dissoutes pour être remplacées par la suite. Donc, est-ce que la solution, c'est d'en bannir une? Elle va se faire remplacer, selon moi. Nécessairement, de toute façon, ça juste regarder la prohibition aux États-Unis pour voir à quel point c'est un acte qui est un peu vain de toute façon d'aller dans cette direction-là, puis c'est remplacé par d'autres choses et ça alimente une faune qu'on ne veut pas nécessairement alimenter avec ce genre de choses-là. Fait que dans un contexte comme ci, de pousser les gens hors de TikTok, les envoyer vers Redbook, Rednote, est-ce que c'est mieux? Est-ce que... Je pense que juste de bannir une plateforme pour la bannir, les gens vont aller ailleurs. Moi, je pense que ça passe par la sensibilisation. S'ils expliquent pourquoi que telle plateforme est bannie, là, ça va peut-être, les gens vont peut-être réaliser. Puis je pense que je dirais pas la majorité, mais il y a beaucoup de monde qui s'en balance un peu, à vrai dire, de la privacy, comment est-ce qu'on dit ça en français? Leur vie privée, leur information personnelle, des choses comme ça. Ils se rendent pas compte à quel point, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que s'ils sont pas conscients de ça, ben ils vont passer de mettons à Lemonade là, qui est l'autre entité de ByteDance qui dans le fond qui a TikTok. Fait qu'ils vont juste switcher d'un à l'autre, ils vont voir l'intérêt, c'est des créateurs, ils font ça pour avoir la gloire ou faire de l'argent. L'amour, ils veulent de l'amour. Ils veulent de l'amour, ouais, puis c'est drôle parce qu'il y en a qui se cachent pas de ça non plus là. Mais s'ils sont pas sensibilisés au risque, ben, on fait juste transférer le mal de droite à gauche. Puis d'un autre côté, il ne faut pas que ça devienne une campagne de peur anti-chinois, de la propagande à la limite. Il faut juste expliquer les choses comme elles sont. Puis les gens doivent prendre une décision éclairée. Pas juste de bannir quelque chose parce que ça ne plaît pas au gouvernement ou quelque chose de même. Il faut que ce soit une décision éclairée des gens, selon moi. Ben, c'est sûr que la sensibilisation est très importante. Ça, je suis très d'accord. Puis en quelque sorte, puis ça fait plusieurs fois que je le répète, on est un peu poche pour ce genre de choses-là. On ne réussit pas à passer le message parce que clairement, ça ne marche pas. Puis j'avais frappé une vidéo qui parlait justement sur DeepSeek, le fait que les gens envoient massivement leurs informations à DeepSeek, qui est en les Chinois. Et si on lit les clauses, ben, le gouvernement chinois a accès à tout le contenu de DeepSeek. C'est aussi simple que ça. Et c'est à quel point, puis là, il parlait des Américains, n'ont aucune conscience de la nécessité de protéger leurs informations.
Les Américains, c'est encore pire parce que, puis tous les compagnies américaines aussi, font leur argent énormément de la revente d'informations. Fait que eux, les Américains vivent dans un contexte de transactions constantes avec leurs informations. Fait qu'eux sont comme d'un niveau de désensibilisation qui est plus extrême qu'on a. Puis on a l'Europe, l'autre côté, qui ont des lois assez sévères qui amènent un certain niveau de sensibilisation, quoique les gens ne sont pas plus éveillés tant qu'à moi, parce que les Européens vont chialer sur les Américains. Nous autres, Nord-Américains, on chiale sur les Chinois, les Européens chialent sur les Nord-Américains. En fait, c'est un cercle vertueux, clairement. Mais les Européens vont utiliser beaucoup WhatsApp qui est de Facebook. Fait que, tu sais, puis de l'autre côté, ils chialent contre les compagnies américaines qui les envahissent. Fait que, là, il y a comme clairement un message qui passe pas bien. Je sais pas où, je sais pas pourquoi. En fait, je pense que la sensibilisation du fait qu'on partage nos informations personnelles, c'est important parce que, disons, qu'on se le dise, là, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, nos données, ils les ont. OK? On a tous un cellulaire, on le porte. C'est prouvé que le cellulaire. On le porte même fièrement à certains égards, là. Effectivement. Notre cellulaire ne nous quitte pas. Les montres intelligentes, ça a été prouvé à maintes reprises qu'il y a une certaine écoute qui est faite à ce niveau-là et que notre donnée d'écoute est utilisée pour des fins de statistiques et fort probablement de publicité et d'autres. Donc, nos données, là, elles sont déjà là. Je pense que la majorité des gens voient ça un petit peu comme un mal nécessaire de dire, ben écoute, je vais-tu m'empêcher de mettre un Google Home chez moi? Je vais-tu m'empêcher d'utiliser ChatGPT? De toute façon, ils ont déjà toutes mes données. Est-ce que les gens sont tombés dans un mode laxiste de dire, de toute façon, ils ont déjà toutes mes informations? Oui, mais je suis d'accord avec cette approche-là. Puis de toute façon, si on veut remonter un peu plus loin, toutes les affaires de fidélité qu'on a dans les magasins, les Hermès qui datent d'il y a très longtemps, n'étaient que cette façon de vendre notre information à une compagnie de façon volontaire. En plus, on posait un geste volontaire pour que le contenu de notre transaction soit transmis à un tiers qui pouvait monétiser ce genre de choses-là. Fait qu'on est dans un contexte où les gens sont prêts à vendre leurs informations pour quelques PKD, parce que les Hermès, ça vaut quasiment rien par rapport à ce genre de choses-là. Fait que les éléments de fidélité ont déjà entraîné les gens à vendre de façon sans s'en rendre compte contre faibles choses. Puis je vais même aller plus loin parce qu'on parle des Chinois, puis j'ai parlé des Européens face aux Américains. Mais dans le contexte actuellement où on enregistre, on a un bonhomme orange qui est clairement très hostile à tout ce qui existe. Et comme nous, comme Canadiens, puis là, évidemment, pour les Européens aussi, c'est un élément. On avait cette insouciance-là face aux Américains. C'est pas grave si les Américains collectent nos informations. C'est pas grave si Facebook, Meta, Alphabet ou X collectent nos informations. C'est les Américains, c'est des amis. Dans un contexte où cette notion-là, où on avait la perception que c'était des amis, bien clairement, depuis quelques semaines, moi, je me sens plus tellement ami avec ces gens-là, en tout cas avec le bonhomme orange minimalement. Donc, incidemment, tous les tech bros qui vont avec parce qu'ils tournent autour. Donc, on est dans un contexte où on est face à un géant. Autant que les Américains se regardent la Chine, nous, on devrait peut-être commencer aussi à regarder les Américains qui collectent énormément d'informations sur nous par rapport à ce genre de choses-là. Puis la question de qui collecte quoi et fait quoi avec. Au-delà des Chinois, parce que, bon, le gouvernement chinois, mais là, clairement, le gouvernement américain, il va être aussi proche que ça. C'est-à-dire, les grands bonzes des techs étaient tous à l'inauguration du bonhomme orange, étaient tous là. Donc, la proximité qu'on reproche aux Chinois des technologies avec le gouvernement, bien, aux États-Unis, on a une apparence de proximité. Je fais une différence entre comment les Américains opèrent et les Chinois opèrent. Mettons WhatsApp, qui est détenu par Meta, qui ont acheté, si je ne me trompe pas, c'est pour 19 milliards que ça a été acheté, puis ils vendent ça zéro. Mais quand on l'installe, il y a le End User License Agreement, tu sais, l'affaire qu'on scrolle rapidement pour cliquer j'accepte pour pouvoir installer l'application. Personne ne lit ça. Personne ne lit ça, mais tu sais, il y a des mots comme amélioration de l'expérience utilisateur. Ça veut dire on prend tes données puis on va te pousser de la pub. OK? Puis on va la vendre à des tiers pour, blablabla. Mais ce qu'on retrouve dans les applications, mettons, chinoises,
retrouve pas ça. Il y a aucun warning. Je trouve qu'il y a moins d'éthique. Puis le problème que j'ai est là. Si les gens ne lisent pas le End User License Agreement, ils l'acceptent quand même. OK? Puis évidemment, ils utilisent peut-être des termes compliqués. Ça devrait être peut-être juste dit, écoutez, on ramasse vos données pour vous pousser de la pub et on va vendre ça à Amazon. Ça serait plus simple. Là. Ça, j'ai un point parce que, étant donné que DeepSeek est sorti cette semaine, il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à lire justement ces clauses-là. Et la clause 9.1 de DeepSeek dit clairement les données sont envoyées au gouvernement chinois. All right. C'est marqué tel quel. Là, il y a une clarté sans équivoque. C'est clair que le gouvernement chinois voit le contenu dans ce cas-ci. Et les gens l'utilisent quand même. Ouais, mais c'est ça qui est troublant. Les gens ne lisent pas les End User License Agreement. Puis pour DeepSeek, je ne le savais pas, je l'apprends. C'est intéressant qu'ils le marquent. Puis c'est encore plus intéressant qu'il y ait des gens qui envoient des données là-dessus. Mais tu sais, on parle de DeepSeek, on parle du AI. Dans le milieu du travail, combien de personnes qu'on pogne qui prennent des textes avec des informations confidentielles, puis ils disent fais-moi un beau texte avec ça, puis c'est envoyé partout dans le monde. Puis ça se ramasse où? Encore là, c'est de la sensibilisation. Claude AI, ensuite Proximity. Celui qui est assis à côté de nous autres. Oui, c'est lui qui vient de l'Estrie, hein, c'est ça? Oui, avec les ch'tis. Si les gens ne sont pas sensibilisés, ils vont l'utiliser comme ils pensent. Et comme on disait, la sensibilisation, c'est important. Je pense que c'est la clé là-dedans. Là. Oui, puis au Secure, l'an dernier, on a quelqu'un de Google qui est venu présenter justement, puis un des cas d'exemple qu'il avait mentionné, puis c'est public, il avait entendu dans son entourage quelqu'un qui fait du underwriting, qui fait de l'évaluation pour de l'hypothèque, des choses comme ça. Et la personne était devenue ultra performante, puis il s'en vantait. Ce qu'elle faisait essentiellement, c'est qu'elle envoyait des documents dans ChatGPT pour avoir le résultat. Puis là, il faut savoir que les documents qu'on envoie pour du underwriting sont quand même assez confidentiels, assez privés. Et c'est envoyé massivement comme ça. Puis en même temps, ben là, la personne se vantait d'être plus performante par rapport à ça. Fait que deux choses là. Probablement que son patron s'en est rendu compte, puis tout l'environnement. Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais quand même, c'est troublant que des personnes, parce qu'ils veulent chercher des raccourcis, vont faire ce genre de choses-là. Puis c'est là où, puis dans mon cadre professionnel, quand je dis « Ah non, les gens n'utiliseront pas le AI », non, on a la capacité d'avoir un raccourci. Tous les humains aiment les raccourcis. Hein? C'est inévitable. C'est inévitable. On aime les raccourcis. On est comme ça. C'est la façon que le cerveau humain est fait. Donc, de penser que les gens ne l'utiliseront pas, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil, là, mais jusqu'au coude, puis probablement c'est de rentrer plus loin si on est capable. Donc, là, on a un problème. Puis là, en plus, la sensibilisation a une capacité limitée. Donc, déjà qu'on n'est pas bon en sensibilisation. Je veux dire, montrez-moi quelqu'un en cyber qui a réussi à sensibiliser correctement quelque chose, puis c'est pas très élevé, à part nous, freak entre nous autres, puis qu'on est capable on s'énerve. J'ai pas vu de cas réels. Oui? Ben, en fait, moi, ce que j'allais dire tantôt, c'est que je pense que la sensibilisation est un peu vouée à l'échec. Basé sur ce que j'ai vu à date dans mon domaine à moi, là, qui est un peu particulier. On s'entend tout le monde utilise le web, puis on essaye tout le temps de sensibiliser les compagnies à l'égard du web, puis tout ça. Puis au final, comme on dit, ben, le monde, ils finissent par pas lire les terms and conditions. Puis je peux dire, ils font bien de pas les lire parce que la plupart des logiciels avec lesquels on interagit dans une journée, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des logiciels de travail ou peu importe, sont tous rendus avec des termes et conditions que quand tu lis, qu'est-ce qu'ils font avec tes données? C'est freakant, là. C'est parce qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui. Les données sont vraiment partout. Puis ce qui fait encore plus peur, un point que j'allais rajouter tantôt, on parlait beaucoup de l'influence de la Chine. Tu sais, la migration d'une plateforme à une autre, tant qu'à moi, ça ne change pas grand-chose parce que je vais donner l'exemple de Discord que je pense que tout le monde ici utilise. Discord, la Chine own un certain montant de Discord, là, comme c'est aux États-Unis que c'est localisé, mais Tencent own, je pense, c'est 46% de Discord quand tu y penses. C'est pas trop loin de dire écoute, les données de Discord se ramassent en Chine. Là, je sais pas qu'est-ce que ça donne comme résultat, mais quand on y pense, leur influence n'est pas seulement dans la collecte des données, et aussi monétaire, sont capables d'aller chercher du pouvoir où est-ce qu'on penserait pas qu'ils en ont finalement, puis ça paraît pas parce que personne n'en parle.
C'est très intéressant que tu amènes le monde financier là-dedans. Moi, je suis un peu plus familier avec ça parce que dans ma famille, j'ai des gens qui sont un peu plus informés. Et à savoir à quel point les Chinois possèdent la dette américaine, notamment des compagnies américaines, c'est assez impressionnant. Donc, on est dans un contexte où la liberté, la dite liberté américaine n'est pas tant libre que ça. Ou en tout cas, beaucoup plus contrainte qu'on pourrait l'imaginer. Puis quand on commence à fouiller des choses comme ça, puis même au Canada aussi, on a des problèmes similaires à ce genre de choses-là. Dès qu'on commence à remonter les filières, c'est très intéressant. Puis on fait juste regarder le move que DeepSeek a fait, parce que c'est quand même un move financier qui a eu lieu, parce que l'annonce qui a été faite a fait chuter les marchés américains. Donc, clairement, les Chinois avaient un message à envoyer à des compagnies américaines, en l'occurrence NVIDIA, parce que c'est eux autres ont été sciés en deux, littéralement, là, à travers cette annonce-là. Donc, j'ai l'impression que les Chinois n'ont pas d'argent dans NVIDIA, clairement, mais ils doivent avoir l'argent ailleurs. Ou ils voulaient shorter des affaires ou voulaient faire un move financier qu'on n'a pas pu voir d'arriver d'avance. Fait qu'il y a peut-être un move un délit d'initié à travers ça qui a peut-être été fait aussi, mais c'est très intéressant. Mais pour voir effectivement que l'argent, puis tracer l'argent, comment l'argent se situe, comment les pouvoirs se font et qui contrôle quoi. Puis un autre aspect, puis ça, on peut l'aborder différemment quand on parle du contrôle étranger. Les grands chefs des compagnies américaines, les grandes compagnies américaines, sont des Indiens. Ça, c'est pas insignifiant là, comme information. Là. Puis les VP de ces grandes compagnies-là sont aussi généralement des Indiens. Donc, c'est quand même, on est dans un univers où le contrôle des choses n'est pas ce qu'on pense. J'élargirais juste votre question. On pourrait ajouter n'importe quel autre peuple sur Terre qui pompe nos données et qui les utilise aujourd'hui, de se limiter aux Chinois. Aussi le Canada, je l'ajouterais dans la liste. Donc, on pourrait dire que la vie privée, data privacy is dead, comme on dit en anglais. J'ai un t-shirt d'ailleurs. J'ai acheté ça à Noël. Super beau. J'ai acheté ça en France. Ouais, c'est bon, ça, David. C'est pas bon les cookies. Non, cliquer, super important, c'est vrai, là, les bannières, toujours important de tout accepter les cookies, de cliquer le plus vite possible. Jamais lire ce qui est écrit là, c'est pas recommandé. Donc, faites jamais ça. Merci, Yannick. 24 avril. Intermède, fourni gracieusement par Dominique. On a dérapé un peu vers le AI, tout ça, mais parlons de ce qui, on parle des psyches, là, mais parlons de ce qui alimente le AI, mais un peu plus indirectement. Puis les sites d'achat en ligne, toutes les... Parlons de Temu, puis AliExpress, Chine, pour acheter des vêtements. Il y a énormément d'informations marketing qui sortent de là. Avant, je magasinais des pièces électroniques sur AliExpress parce que, écoute, c'est facile à trouver, puis il y en a tellement. Mm-hmm. Puis tu t'aperçois que il y a de la donnée intéressante qui sort de là. Comment tu magasines, qu'est-ce que tu achètes, où tu habites, ton numéro de téléphone, tes habitudes d'achat, tout ça. Puis même, des fois, tu magasines sur Amazon, tu embarques sur AliExpress. Puis ce que tu regardais sur Amazon, ils te le proposent en AliExpress. Il y a de l'échange de données. Peut-être que j'ai cliqué à un moment donné sur j'accepte les cookies. Là. Un biscuit, c'est toujours intéressant. Hein? Mais fait que, comment la donnée s'est transférée de Amazon à AliExpress? À une vitesse qui est quand même assez impressionnante. Là. C'est quasi temps réel. Oh oui, c'est d'un onglet à l'autre. Là. Alors, tu es en train de magasiner, tu switches, puis à un moment donné, tu as une publicité dans Météo Média. Là, tu te ramasses sur Météo Média avec des annonces de Temu, des choses que tu regardes sur AliExpress. Puis ça alimente du stock. Fait que, puis on sait que comment ça s'appelle, le black data, là, autrement dit, tout ce qui n'est pas cookie, mais tout ce qui est back-end, autrement dit, l'adresse IP sur laquelle tu navigues, sont capables de savoir si ça vient de ton browser, de ta version de browser, puis sont capables de t'identifier que c'est toi ou les membres de ta famille. Ça, c'est de l'information qu'on ne parle jamais, mais qui est encore plus intéressant que ce qu'on retrouve dans les cookies. Puis ça, on ne peut pas l'empêcher. Ça fait que toutes ces informations-là réunies ensemble sont capables de profiler quelqu'un. Puis là, on parle de marketing.
Mais on peut faire d'autres choses avec ça aussi. Rajoute le AI à ça. Ils sont capables d'avoir ta vie, puis tu mets ça dans du AI, puis ça va te dire ce que tu vas faire demain. Là. J'ai quelque chose à rajouter là-dessus. Moi, j'ai des situations qui m'ont pas affecté dernièrement, mais je pense que tout le monde va pouvoir peut-être relater d'une manière ou d'une autre. Discussion sur Teams, sur Discord. On parle d'un sujet, on parle de quelqu'un qui va acheter quelque chose, justement. Sur Teams. Yes. Tu dis que Teams qu'on paye au bureau est potentiellement ciblé par du data broker. Attends, une discussion texte ou une discussion vocale? Vocal. Vocale. Oui, parce que tu peux puis faire un résumé à cette heure de ta Vocal, discussion c'est vocale. vocale. Puis justement, on parle d'une discussion vocale qui finit que il y a quelqu'un qui était dans la discussion qui se ramasse sur Amazon puis qu'il y a des publicités de ce qu'on parlait, mais la personne n'a jamais navigué, n'a jamais rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est d'entendre parler Mais ou n'en parler dans une discussion. ça a été testé plusieurs fois. Il y a plusieurs gens qui l'ont prouvé là, que tu laisses un paquet de cellulaires, puis là, tu te mets à parler d'un sujet, puis là, les gens vont avoir des publicités sur ce sujet-là. Là. Cette partie-là, elle a été debunked. Là. Fait que ton cellulaire t'écoute. Est-ce que c'est le cellulaire dans ce cas-là? Ben, je ne pourrais pas garantir, là, mais il y a plusieurs façons que les compagnies utilisent nos données, soit écoutées, soit de navigation. Est-ce que oui, les montres intelligentes, est-ce que, peut-être que je passe un peu du coq à l'âne, mais le reCAPTCHA, là, avez-vous remarqué dernièrement qu'on a de moins en moins besoin de cliquer sur les petites images, qu'on fait juste cliquer « Je ne suis pas un robot », puis automatiquement, c'est authentifié. Il y a une raison pour laquelle on n'a plus besoin de cliquer sur des images, de remplir les reCAPTCHA. Moi, c'est toujours des choses de vélo. Moi, ça m'emmerde. Ils me demandent toujours de vérifier. Je sais pas pourquoi, mais je fais pas de vélo. Là. Puis moi, c'est toujours des affaires de vélo dans le reCAPTCHA. Mais c'est vraiment typique. C'est peut-être un signe que tu devrais en faire. Ouais, peut-être. C'est tout un signe qui m'envoie. Mais moi, les reCAPTCHA, ça m'emmerde. C'est juste des vélos. Mais Google le dit dans le End User Agreement de reCAPTCHA qui se servent de notre historique de navigation pour confirmer qu'on n'est pas un robot, qu'on est bel et bien un humain. Donc, le reCAPTCHA va lire mon historique de navigation. OK. Oui, bien, il nous profile pour savoir si on est un robot. Puis, fait intéressant, vous savez, la case à cocher, là, c'est pas le fait de caser la coche, cocher, voyons. Il est quelle heure, là? Cocher la case. Il y a des mots compliqués comme ça à cette heure-là. C'est complexe. On va y arriver, là. L'idée, c'est comment est-ce qu'on déplace la souris jusqu'à la case. C'est vraiment pas le fait qu'il analyse si c'est en ligne droite parfaitement linéaire puis avec une accélération parfaite, là, ils savent que c'est un robot. Ça fait partie des critères, mais c'est pas le seul. Là. Mais en effet, si on regarde, mettons, dans Cloudflare, on a le genre l'automatique version 3 CAPTCHA qui, elle, vérifie si c'est un humain ou pas, mais il disparaît recette. Il détecte que tu es humain. Comment? Ben ça, c'est probablement peut-être avec de l'historique ou avec d'autres informations qu'ils ont déjà. Là. Fait que... nos données personnelles. Je me rappelle dans des conférences Microsoft, il y a plusieurs années, le buzzword, c'était Big Data, puis tout le monde était comme « Oh my God, on commence à recueillir des données en masse, commencez à le faire dans vos industries parce qu'on va utiliser ces données-là éventuellement. » Mais ça fait longtemps qu'on est dépassé de ça. Le Big Data, c'est nous maintenant. C'est toutes ces données-là qui sont acquises sur notre vie personnelle. Puis, il y avait un article à un moment donné qui parlait qu'avec les montres intelligentes puis les Fitbit, qu'on pouvait établir presque la personnalité d'une personne uniquement par son rythme cardiaque puis ses données corporelles. Mais ça avec sa situation géographique, met ça avec son historique de navigation, met ça avec quelques requêtes ChatGPT, à quel point ça doit être ici les données de profilage. Ben, en assurance vie, il y a une plateforme qui prend une photo à partir de notre webcam, puis on peut avoir notre police d'assurance vie directe parce que ça dit ton âge, ton état de santé, puis à quel âge tu vas mourir. Puis on a fait quelques tests et c'est relativement épeuramment précis. Juste à partir d'une photo, ça analyse plein de trucs, puis c'est basé sur du AI, puis c'est capable de scoper ton assurance vie à peu près comment ça va te coûter. Tu réponds à une couple de questions, puis tu es en business. Pourquoi on n'a pas ça dans le système de santé? Ça coûte cher. Non, mais sérieux, on parle de choses, on a des profils, puis là effectivement, on est excessivement dépassé, puis ce qui est un peu troublant, parce que
C'est-à-dire, même nous, spécialistes dans le domaine, on a de la misère à suivre à quel point ces compagnies-là font une invasion très importante dans notre vie privée, à quel point ils ont des profils. Je pense qu'ils nous connaissent mieux que nous. On devrait arrêter de payer des psys, on devrait juste donne-moi mon profil, puis donne-moi mon profil pour me guérir, puis ça va aller, puis je vais aller avec ça. Je suis sûr que j'ai déjà un profil médical qui sort de quelque part puis qu'ils savent que, genre, je vais faire prendre du diabète à 82 ans, que je vais crever à 87 ans, puis que je vais souffrir, genre, de 79 à 87, je vais souffrir le martyr, puis Hey, ils j'aime doivent déjà le ça, savoir. C'est tellement une bonne idée, là, mais c'est sûr que ça existe. Là. C'est sûr que ça existe. Ben, Là, oui, ce oui, stade-ci, oui, c'est ça sûr. existe. Ça existe. Tu sais, on prend le MIB, là, l'information des bureaux de médecins qui sont disponibles, mettons, aux assureurs pour savoir qu'est-ce que tu as visité comme docteur puis c'est quoi tes maladies. Les assurances ont accès à ça. Tu prends l'état de santé, ses habitudes de navigation. Tu peux même avoir, une petite boîte dans ton auto qui dit si tu conduis en malade ou pas. Mets ça ensemble, mets dans quelle région tu vis, avec l'historique de tes parents. Puis je vais pouvoir avoir une bonne idée. Mets ça dans du AI. Puis en temps réel, je vais pouvoir dire que tu vas mourir à tel âge de telle maladie ou à 80%. Tu as une prime d'assurance si tu checkes des vidéos TikTok de gens qui font des sports extrêmes. Ben oui, pourquoi pas. On peut tout aller chercher ça. Mais d'un côté, c'est fantastique parce que je vais arrêter de payer pour l'autre qui est à peu près dans la même situation, mais qui vit en malade. Tandis que moi, qui ai une petite vie tranquille, fait que je vais payer vraiment pour ce que j'ai. Mais d'un autre côté, c'est un peu invasif. Puis d'un point de vue social, parce que c'est le point de vue des assurances collectives est un but de répartir la charge sur l'ensemble. Donc, c'est un peu ce que le gouvernement fait quand on a des systèmes plus publics, le système de santé qu'on a aussi, c'est de répartir le coût sur l'ensemble des gens. Fait que, de dire que je ne paye pas pour l'autre. Là, on est dans un modèle très américain où moi, je ne vais pas payer parce que moi, je vais faire attention, puis moi, j'ai de l'argent, puis je me crise de ceux qui n'ont pas d'argent. Fait que là, c'est ça. C'est aussi c'est troublant parce que ça détruit un peu les systèmes sociaux-démocrates dans lesquels on vit où on essaie de donner la chance à tout le monde d'avoir quand même, malgré tout, si on est comme dans des eaux troubles, disons, en termes de point de vue social et éthique par rapport à ce genre de choses-là, sur comment nos valeurs société, puis ce genre de choses-là. Puis je pense qu'on va avoir une collision très importante à ça. Les Américains le disent ouvertement. L'Europe est en train de se rallier à ce genre d'idées-là. On va peut-être avoir un lendemain un peu difficile de ces constats-là, d'informations comme ça. Là. Et de l'autre côté, c'est des business. Bien, en revenant à Temu, à Google, à WhatsApp, à Meta, c'est des business qui sont là pour faire de l'argent. Les compagnies d'assurance sont là pour faire de l'argent. Les compagnies financières sont là pour faire de l'argent. Puis nous, on fait affaire avec ces services-là, puis on a l'impression que ça devrait être des services qui sont équitables, égales, sont là pour faire de l'argent. Puis nous, on accepte de faire affaire avec ces systèmes-là. On a-tu le choix? Pas nécessairement. Par exemple, le gouvernement m'oblige à prendre des assurances auto, que c'est une business qui est là pour faire de l'argent. Fait que d'un côté, j'ai pas le choix, mais de l'autre côté, c'est de la business. Fait que si tu correct, si tu pas correct, le côté éthique peut embarquer là-dedans jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas oublier, ils sont là pour faire de l'argent. Ben, c'est pour ça que le milieu des assurances est réglementé aussi. Là. Puis c'est une redistribution du risque, les assurances. C'est un peu ça le principe. Mais au passage, la redistribution du risque est comme aussi, il faut faire de l'argent. Fait qu'ils font de l'argent au passage parce que s'ils prennent des risques, ça va avec le business, puis tout le monde est content. Mais c'est quand même une redistribution du risque dans ce contexte-là. Puis c'est réglementé pour qu'il n'y ait pas d'abus. Il y en a déjà eu, c'est réglementé pour ces raisons-là. Mais des plateformes, puis ça, j'étais fasciné par le fait quand TikTok a été banni, en tout cas, presque banni aux États-Unis, à quel point les gens ont publiquement déchiré leur chemise comme c'était la fin du monde sur le principe que c'était comme un espace public qui perdait pour s'exprimer librement quand, comme tu dis, c'est une compagnie privée qui réutilise probablement 100% de ce qu'on lui envoie, probablement pour entraîner du AI sur de la reconnaissance vidéo, du montage vidéo. Moi, je suis sûr que ByteDance va sortir dans quelques mois pour emmerder les Américains sûrement un chose de montage vidéo qui est genre fois 1000 meilleur que ce qu'on voit présentement puis qui va être capable que sur de l'entraînement de toutes les millions d'heures, les milliards d'heures de vidéos qu'ils doivent recevoir annuellement. Donc, les gens se plaignent de ça. Fait qu'on est comme face à on est en train d'encourager notre prochain, finalement. c'est un peu ça, là. Ben, en fait, je pense qu'il y a du chacun pour soi beaucoup dans ça. Là.
La responsabilité n'est pas à moi d'arrêter cette plateforme-là. Moi, j'utilise la plateforme parce qu'elle m'apporte quelque chose. Même si j'arrête d'utiliser la plateforme, ça ne changera rien. C'est un petit peu le problème social généralisé pour ne pas nommer certaines grandes chaînes de magasins qui vendent et qui ont fait mourir certains plus petits commerces. Pourquoi? Parce que même si les gens ils veulent acheter local, les gens ils veulent payer moins cher puis ils vont dans les grandes chaînes. Donc, c'est l'individu qui prime puis chaque personne se dit, ben moi, j'aime ça aller sur cette plateforme-là. Oui, il va toujours y avoir des gens qui sont conscientisés, qui le font pas, mais en général, la masse va continuer d'utiliser ces plateformes-là. Qui a déchiré sa chemise? D'après moi, c'est plutôt des content creators qui ont influenceurs. qui ont perdu de l'argent ou qui avaient peur de perdre de l'argent et de ne plus vivre de ça parce que ces gens-là vivent très bien. Là. Ouais, c'est souvent ça. Puis c'est un des éléments qui m'intrigue beaucoup. Ben, ça, c'est un cas facile, mais on en a plusieurs d'autres quand on voit des manifestations comme ça, puis on en a eu au Canada puis aux États-Unis. Puis ça vient toujours à il y a où le lien financier pour la personne pour devoir se déplacer de chez elle, surtout dans un monde très individualiste, comme tu mentionnais. Elle est sortie de chez elle. Elle sort de sa routine, elle sort de son confort pour manifester quelque chose qui donc lui nuit d'une façon ou d'une autre. Dans ce cas-ci, c'est énormément comme ça. Puis est-ce que c'est un problème social? Est-ce que c'est un problème qui est plus profond? On est en train de se couler nous-mêmes? Oh, désolé, j'ai été trop profond parce que là, clairement, j'ai figé tout le monde. Je pense que l'individu va toujours se faire passer en premier. La masse des personnes vont toujours être individualistes, tristement. Même les communistes sont plus individualistes que souvent, ou ils voudraient être plus individualistes. Le problème, malgré la sensibilisation qu'on parlait au début, qui est super importante. La sensibilisation va faire une partie du travail, puis je pense que là où elle est importante, c'est, comme on parlait tout à l'heure, de ne pas volontairement mettre un document sensible sur un chat GPT, sur une plateforme qu'on sait que l'information va être partagée, avoir un minimum de connaissances, mais est-ce on peut dire dans une compagnie, par exemple, je bloque ChatGPT parce que je ne veux pas que mes employés l'utilisent. Je pense que ce n'est pas réaliste. Les gens vont tout simplement trouver une façon détournée d'y accéder. Je ne parle pas de place vraiment très sécurisée, mais je parle de la majorité des entreprises. Ce n'est pas réaliste de dire on bloque une plateforme, on bloque un service. Les gens vont trouver une façon autre parce que chaque personne en tire quelque chose. Ouais, c'est tout le temps une question de risque versus gain. Ou du moins ce que ça m'apporte versus le risque. Par exemple, si je vais sur une plateforme de AI qui me fait des beaux designs, par exemple, le logo du CyberChill qu'on fait ce soir, ben, là, ça me prend 4 secondes à faire. Puis je le dis, c'est fait par Copilot. OK? C'est cool. J'ai un gain, puis le risque me semble minime. Alors, quelqu'un en entreprise qui va mettre un document là-dedans, qui va dire « je vais bien paraître devant mes boss », puis je vais avoir un beau document, ça va corriger mes fautes, il va avoir en français, en anglais, en hébreu et en chinois si je veux. Ça va être facile. Le gain est là. Le risque, il ne le voit pas. Il n'est pas conscient du risque. Fait que c'est tout le temps une question de risque versus gain, puis les gens ne voient pas le risque. Fait qu'ils vont continuer d'utiliser, puis je vais juste terminer avec ça. Mettons, TikTok. TikTok, ça crée une dépendance. Fait que les gens, ils veulent être dépendants de ça sans être conscients du risque. Les influenceurs, ils aiment les likes. Ils aiment l'argent que ça va apporter. Ils sont accros aux likes. Ils sont accros aux likes. Ils sont surtout accros à l'argent, je pense. En tout cas, Ils bref. sont pas tous riches. Moi, j'ai 37 000 followers, là. Puis ici, il faudrait que je nous... Parce que j'ai 3 chaînes YouTube. Là, en total, ça a totalé peut-être 40 000 followers. Ici, il faudrait que je nourrisse ma famille avec ça. Ils seraient tous maigres. Ouais, mais tu qualifies pas un influenceur. Un influenceur, on parle de millions, dizaines de millions. Là. On n'est pas. Désolé, un petit influenceur. J'ai dit YouTuber, pas influenceur. Un micro-YouTuber. Désolé, ça. 47 000 au Québec, dans le monde de l'impression, c'est quand même pas pire. C'est pas pire. Ah, quand même. Je t'ai pas faire du pouce un petit peu sur ce que tu as dit, parce ouais, qu'en fait, tu sais, les utilisateurs qui ne voient pas le risque, puis c'est un petit peu ce que je disais tantôt, je parlais justement de
de la simplicité du web aujourd'hui, comment que tout est accessible. Puis c'est quelque chose que nous, on a commencé à regarder beaucoup sur le point de vue d'essayer de justement de bloquer l'accès à des employés, bloquer l'accès. Puis au final, tout le monde va tout le temps vers le chemin le plus facile. Puis l'idée, c'est de flipper la question. Puis c'est ça qui n'est pas évident comme brainstorm à avoir. C'est comment tu flippes l'idée à la place d'essayer de bloquer le monde, de faire quelque chose qui n'est pas bon. Puis comme Karen dit, ils vont finir par trouver une manière de le faire pareil. Exemple, je vais donner l'exemple le plus stupide, le password manager ou le coffre-fort à mot de passe que t'as bien beau le fournir à tout le monde, mais bizarrement, il va toujours y avoir quelqu'un qui va finir par pas l'utiliser ou à l'installer puis utiliser un autre truc à côté ou qui va faire quelque chose de stupide parce que justement, c'est pas assez simple dans leur utilisation à tous les jours. C'est comment on fait pour twister ça, pour rendre ça encore plus facile, leur donner quelque chose, leur mettre un bonbon dans la bouche puis dire, ben écoute, c'est là que ça se passe. T'auras pas de raison justement d'aller à côté. C'est la psychologie qu'on est rendu, c'est quasiment du social engineering. De comment pallier justement au chemin facile de dire je mets mon document confidentiel dans ChatGPT juste pour en avoir un gain personnel. Donc, la solution n'est pas de bloquer et de remplacer. Exact. Ou de trouver une manière de faire paraître que c'est plus simple. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Ça revient à ça, puis on faisait référence aux bannières tantôt. Moi, qui essaie de lire, genre, genre customiser mes cookies. J'ai pas quand je veux accéder à un site, c'est parce que j'ai un besoin là. Je cherche l'information là. Et le 5 secondes supplémentaires pour accéder à l'information est une frustration énorme. Et puis ils savent, là, ça, on appelle ça des dark patterns, là, ils savent que je ne ferai pas l'effort parce que tu me bloques vers ça, puis là, tu m'enlèves la fluidité que je suis habitué d'avoir à l'information. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le risque, il y a tellement peu de gens qui sont capables de réfléchir en risque. Ça, c'est un peu triste. Je ne sais pas si c'est une question d'éducation. Je ne sais pas si c'était naturel chez des personnes, je ne sais pas, mais si on était capable d'aider les gens à réfléchir en risque, ils, déjà là, prendraient des meilleures décisions de façon générale. La vie serait peut-être plus plate, par exemple, quand on réfléchit en risque, parce qu'on en prend moins. Dans ma job, c'est un peu ça. Moi, ma job, c'est de communiquer le risque. Puis quand je communique, les gens sont un peu plus sobres que quand ils ne connaissent pas le risque. Fait que ça l'aide, c'est ça. Fait que ça l'aide de façon globale, mais est-ce qu'on est capable vraiment? Puis reprendre un peu le point. Puis je collabore un petit peu avec un groupe de recherche en France où on amène le facteur humain. Le facteur humain, dans l'absolu, la technologie doit aider l'humain à prendre de meilleurs choix. Puis ça, c'est dans ce sens-là et non le contraire. Parce que là, à l'heure actuelle, on utilise la technologie contre l'humain ou on exploite l'humain. C'est l'humain est comme devenu une mine qu'on va extraire le plus de choses qu'on peut de l'humain avec la technologie. Au lieu que la technologie, puis ce groupe-là, c'est là où j'apporte mes réflexes, qui m'ont amené ces réflexions-là. Ça devrait être l'inverse. On devrait avoir la technologie pour nous aider à ne pas se faire abuser. Puis un peu ce que tu disais, Michael, dans ce sens-là, où on devrait injecter une forme de psychologie ou quitte que ça devienne des règles légales ou whatever, comment on peut l'appliquer, mais qu'au final, on donne ce que l'utilisateur veut sans qu'il se tire dans le pied au passage. C'est un peu ça. Là. Puis je pense faire peut-être un petit peu du pouce dans une drôle de direction, mais c'est un petit peu pour ça que la gamification de la technologie, pourquoi que les plateformes, justement, qui t'encouragent à soit pouvoir te comparer à ton équipe ou à comparer à notre environnement, si on peut dire, ça marche. Justement, ça donne un gain personnel pour un effort, des fois qui pourrait être insignificatif, mais c'est là que le monde va être porté. C'est peut-être une stratégie à proposer, là, je pense, pour aider justement soit les communautés ou les environnements de travail, justement, à moderniser leur façon de penser, qu'à la place de taper ses doigts de la personne, mais encourage-la justement à prendre les bonnes décisions. Tu sais, c'est ce côté-là, je pense, qui est manquant. Puis c'est la seule forme à date de sensibilisation que j'ai vu fonctionner dans les environnements. Mais tu sais, on ne peut pas changer un sentiment que par un sentiment plus fort. Puis si je n'ai pas le sentiment que je suis à risque, je ne ferai rien. Tu sais, je ne sortirai pas de ma maison si je n'ai pas l'impression qu'il y a le feu. Je n'irai pas voir le médecin si je n'ai pas l'impression que je suis malade. Fait que comment est-ce qu'on change ce sentiment-là auprès des gens pour leur dire « vous courez un risque ». Mais là, gardez ça en tête, mais je pose une autre question. Là. C'est quoi le risque réel
que, mettons, une compagnie ait mes habitudes d'achat, si ce n'est que le fait d'avoir des... Puis là, je dis pas que je suis d'accord avec ça, là, mais d'avoir des propositions d'achat qui pourraient juste m'intéresser. C'est quoi le danger réel? Parce que c'est bien beau de dire mes données, puis je suis d'accord qu'il faut protéger ces données personnelles, mais nos habitudes d'achat, où ce qu'on navigue, le risque réel dans ma vie, c'est quoi? Ben, personnellement, je pense que c'est le tip of the iceberg, là. Oui, ça sert à donner des suggestions d'achat, mais ça sert à faire un profil beaucoup plus complet, là. Tu sais, ces données-là, d'après moi, elles ne vivent pas que chez Meta ou que chez Google, là. Elles sont réutilisées et retransmises possiblement à plus grande échelle pour créer un profil plus global, là. Là, il pourrait y avoir un risque de justement de profilage et après ça de jugement ou de vraiment porter un jugement. Lorsqu'on passe aux douanes, là, il y en a un processus là, qui est intégré avec nos données, notre profil existant. À quel moment est-ce que ça va devenir du profilage? Ou de dire, oh, cette personne-là, elle passe pas parce qu'on a découvert qu'elle a un penchant vers telle ou telle chose ou qu'elle est à risque à cause justement de son profilage. OK, mettons quelqu'un là qui, je me fais l'avocat du diable, là. Mettons qu'on serait capable de profiler un psychopathe. Effectivement, on est probablement capable. Puis là, il veut aller travailler dans une école. Puis là, on l'a profilé, puis je prends un cas extrême, là. Puis là, Nicolas me regarde où tu t'en vas avec ça. Tu as un micro dans la bouche, non? OK. Ça n'a pas trop loin le micro, par exemple, dans ta bouche. Puis là, on est capable de profiler qui est à tendance psychopathique, puis on est capable de profiler ça. Est-ce que, tant qu'à moi, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, OK, où est-ce qu'elle est à la limite éthique? Mais, oui, là, tu as donné un bon exemple. Mais le danger réel, puis tant qu'à moi, c'est une bonne chose qu'on peut profiler quelqu'un puis adresser la situation. Maintenant, bon, il peut y avoir des faux positifs, mais ça, on sait que c'est l'informatique. On est tous des spécialistes en cybersécurité. Maintenant, c'est quoi le risque réel qu'on court, à part avoir un profil d'achat ou un profil... On n'a pas de code d'utilisateur comme dans certains pays. Les humains, c'est ça le problème, les humains. Puis on le voit, puis je pense qu'on a le meilleur cas qu'on a parce de cette indifférence-là à ce que tu mentionnes, parce que c'est une forme d'indifférence par rapport à ça. Avec l'apparition du président Orange et probablement le meilleur rappel qu'on vit dans un monde où on n'avait pas d'inquiétude parce qu'on avait une certaine forme de confiance ou certitude que le pouvoir en place allait limiter l'utilisation néfaste de ces données-là. Maintenant qu'on fait face à un président orange qui clairement n'a aucune barrière éthique, pourra utiliser ces informations-là à son gré, puis clairement, de son attitude actuelle, va probablement le faire. Fait qu'on change la donne de c'est correct, on est tous des amis, on n'utilisera jamais. Et à tout coup, oups, il y en a un qui vient de virer contre nous autres, puis là, il y a des informations contre nous. Donc, on est comme dans une personne qui a un livre noir avec tous des secrets qu'on a. Fait qu'on a quelqu'un qui possède tous nos secrets, qu'on ne veut pas nécessairement qu'il soit connu. Puis là, cette personne-là peut nous faire chanter à tout moment. Mais j'ai déjà envoyé des bitcoins, lui, il m'a envoyé des emails. Oui. Ah. C'est-tu un prince nigérien aussi? Oui. Oui, lui aussi. On est dans un contexte où la donne a changé. Pour prendre ton exemple, dans un contexte où on avait une forme de pacte social occidental dans lequel on avait ça. Fait que oui, c'est pour ça que les gens acceptaient relativement les yeux fermés. Mais maintenant qu'on a quelqu'un qui vient de botter le pacte qu'on avait, donc à tout moment pourrait utiliser n'importe quelle information contre n'importe qui pour un gain qui lui semble, pour lui comme individu, non comme pays, avantageux. Puis il peut faire plier n'importe quelle des compagnies qui est capable de fournir un profil sur nous tous à tout moment. Là, je me sens un peu beaucoup plus mal à l'aise d'aller là-dedans. Puis cette espèce de réveil, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à se réveiller, là, mais il ne faut pas que tu oublies que 80% ou 90% des informations qu'il y a, tu as accepté de la donner en cochant « j'accepte ». Oui, non, mais je sais. Puis les gens, tu sais, comme je parlais des programmes de fidélité, les gens acceptent pour genre 5 sous
de donner de l'information que les compagnies peuvent monétiser pour prendre 5 $. Donc, ils sont capables de faire beaucoup plus d'argent sur l'information que je leur donne pour l'argent qu'ils me donnent en retour pour le partage. Mais c'est cette illusion-là que les gens disent « Ah, je vais avoir des milles pour voyager. Je vais avoir... » Fait que c'est cette espèce de moment-là. Puis pour plusieurs, puis ça, je l'ai vu dans mon entourage avec l'élection du président Orange, il y a plusieurs gens qui ont comme plusieurs personnes qui font « Ah ouais, mais là, je vais arrêter d'utiliser Messenger parce que là, c'est Facebook. Je vais arrêter de... » Il y a eu comme cette espèce de momentané, parce que dans 2 semaines, ça va disparaître, là, mais pendant un court moment, les gens se sont rendus compte à quel point ils étaient soumis à un diktat de gens qui n'avaient finalement pas aucune conscience et aucune volonté éthique de protéger leurs informations. Mais en passant pour les auditeurs, là, je suis vraiment pas pour la récolte d'informations. Là. Je faisais juste l'avocat du diable, mais... Non, tu l'avais dit, je pense qu'au départ, c'était clair. Je vais vous dire c'est quoi ma crainte, moi, c'est que il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'imaginez que dans 15 ans, ça fait 20 ans qu'ils nous profilent, 30 ans qu'ils nous profilent, on change de gouvernement, puis c'est un gouvernement, on va dire, plus orange, ici, où on devient un État, par exemple, hein, mettons. Puis là, que ça, c'est utilisé sans éthique contre nous, puis qu'on vient avec une cote d'utilisateur ou une cote de citoyen, mettons, j'exagère un peu. À la Black Mirror. Ouais, genre, exactement. Il y a eu quelques épisodes. Ou à la Chine. Oui, la Chine ici, la Chine est le meilleur exemple réel, mais Black Mirror là, est allé pousser l'expérience intellectuelle plus loin. Puis effectivement, c'est très épeurant parce que, puis là, en ce sens-là, c'est que l'humain, on croit qu'on est libre. Et je pense que c'est ça qui nous relie comme ça, on a cette impression-là, puis on aime avoir cette impression qu'on est libre. Et le AI va être en train de détruire ça. C'est quand c'est donné en train de détruire qu'on est vraiment libre. Parce que probablement que le AI est capable de prévoir tes choix de vie pour les 10 prochaines années. Mais si on te le disait, tu serais ça fait comme... Parce que tu as l'impression de perdre ton agence, de perdre ta capacité d'être autonome. Puis un peu comme qu'il disait dans la Matrice, est-ce que tu es libre ou si les machines vont contrôler ton avenir? C'est un vieux film, là, par rapport à ce qu'on regarde maintenant. Là. Sais-tu comment tu fais pour te sentir vraiment libre, Nicolas? En kilt. Mais peut-être que les AI auraient pu le prévoir que je me suis ramené en kilt. Les AI auraient pu prévoir ça. Mais je suis pas sûr qu'il aurait pu prévoir celle-là parce que même Manon n'a pas été capable de faire comme What the fuck, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je tiens juste à dire que je crois qu'on va encore offenser le monde qui nous écoute. Oui, mais c'est pas fait. C'est fait pour brasser les idées, c'est pas fait pour amener consensus ou ça, mais c'est des questions qui sont à ce moment assez importantes parce que la Chine, avec DeepSeek, nous a ramené l'interdiction de TikTok, tout ça nous a ramené à l'avant-plan des questions qui sont quand même importantes, qui sont quand même fondamentales. Les élections aux États-Unis ramènent le fait que l'équilibre ou le semblant d'équilibre dans lequel on vivait, dans lequel on pensait cette espèce de quiétude qu'on avait, elle est fragile à tout moment. Puis tu dis dans 15 ans, puis là, aux États-Unis, on sont en train de le vivre à l'heure actuelle. Souhaitons que ça va être moins pire qu'on l'anticipe, mais ça a bien changé l'équilibre sur l'impression parce que beaucoup de data brokers sont aux États-Unis. Je suis pas mal sûr qu'ils ont un profil médical complet de moi, un profil de tout. Fait que si je voulais avoir un profil pour genre comment me soigner dans ma vie, comment vivre le plus longtemps possible, je suis sûr que si je payais, ils me fourniraient un profil comme ça, c'est comme ça. Mais c'est dans les mains d'un pays qui n'est pas le nôtre, dans lequel, avec quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a des intérêts qui sont contraires à nos habitudes de vie comme Canadiens. Donc, on est dans un contexte particulier, puis on faisait confiance à ce partenaire-là il n'y a pas si longtemps. Donc, qu'est-ce qui dit que comme tu dis, que notre propre gouvernement ne pourrait pas changer de cap dans 5, 10, 15 ans? On ne sait pas, ce genre de choses-là, puis c'est comme de se propulser. Là. Puis ces données-là, elles restent là. T'sais, dans 15 ans, il va y en avoir encore plus, mais tout ce qui a déjà été acquis est déjà là. Donc, tu dis dans 15 ans, moi je dis dans 2 ans, là, à la vitesse que les choses vont, à la vitesse que l'AI incrémente, je pense que les modèles actuels sont rendus à peu près la moitié, je peux peut-être me tromper, là, mais à peu près la moitié des
des connexions neuronales d'un cerveau, mais à chaque version, ça double presque. Puis chaque version est à peu près 1 an après l'autre. Donc, dans 1 an, on va avoir l'équivalent d'un cerveau humain. Dans 2 ans, le double du cerveau humain. On a quelque chose à se poser comme question là. À quel moment est-ce que la capacité d'analyse de l'AI va être plus grande que l'être humain et qu'on va pouvoir lui envoyer toutes ces données-là pour pouvoir justement faire ces analyses-là? Les données, je pense qu'on a, en tout cas, c'est triste à dire, mais je pense qu'on a un peu perdu la bataille déjà. Ils ont déjà tellement de nos données qu'ils peuvent déjà faire le profil qui est assez précis de nous. Pour revenner à la raison pour laquelle on fait le podcast, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Y a-t-il une solution? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Le reach qu'on a aujourd'hui de sensibiliser les gens, de leur dire faites attention à vos données. Qu'est-ce que ça va faire dans le quotidien des gens? Est-ce qu'on peut dire, OK, demain matin, il y a 3 personnes qui enverront moins de documents à ChatGPT? Peut-être, mais le problème est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Il y a beaucoup trop d'argent qui a été investi par toutes ces compagnies-là, justement pour s'assurer que ça fonctionne, pour s'assurer que Air Miles a été justement un des précurseurs à ça, que toutes ces compagnies-là qui ont compris le gros volume d'argent à faire avec nos données. On fait quoi? On a-tu déjà perdu la bataille de ça? Oui, je pense qu'il y a quand même déjà beaucoup de nos données. Là. Mais juste pour recadrer les choses, je trouve que ces données-là peuvent être intéressantes. On peut faire du bien avec ça. Par exemple, si un de mes enfants se ferait kidnapper, puis on utiliserait ces plateformes-là pour trouver le criminel, puis retrouver mon enfant en vie dans les temps, je triperais sur la technologie. Le problème, c'est que ce n'est pas utilisé pour ça présentement. Mais là, on parlait de choquer des auditeurs tantôt, regardez bien ça. Là, présentement, il y a des enfants de 7 ans qui peuvent avoir des amis en AI. OK? Puis il est arrivé des histoires tristes parce que l'AI a dérapé. C'est que là, mes enfants sont exposés. Ben là, mes enfants sont grands, mais il y a des jeunes enfants qui sont exposés à de la publicité générée par l'AI, sont déjà profilés parce que le profiling, il ne regarde pas s'il y a 6 ans, 12 ans ou 35 ans. Alors, ça profile mes enfants, ça leur propose des choses qui n'ont pas de besoin pour les influencer à consommer, à avoir des amis dans l'AI. Ça, j'ai un problème avec ça. Dans des pays où ce que l'éthique et la morale n'est vraiment pas celle du Canada, même si la nôtre n'est pas parfaite, est mieux que dans d'autres pays. Puis là, c'est envoyé, par exemple, dans un pays qu'on ne sait plus trop si c'est un allié ou pas. Dans un but de profiler, là, je commence à avoir un problème avec la distribution de mes données un petit peu partout dans le monde. Puis oui, j'accepte les cookies, oui, j'accepte les ELA pour pouvoir utiliser WhatsApp puis toutes ces choses-là. Mais les enfants, moi, je suis un adulte, je suis capable de dire, j'en veux pas de kayak, là. Mais l'enfant qui voit un kayak, puis qui voit des vidéos de kayak, puis il veut un kayak absolument, même s'il n'en a jamais fait, ça, je suis moins à l'aise avec ça. Maintenant, on peut-tu utiliser la technologie pour le bien, puis flusher ce qui est mal? Ben non. Parce que l'homme, il veut faire de la business, puis il veut de l'argent. Puis ça va être en premier pour la business, puis un jour, le gouvernement va avoir ça pour trouver les criminels. Fait on est-tu voué à ça? Je pense que oui, mais on peut-tu l'utiliser pour le bien aussi? Ce serait pas pire. Hein? Oui, puis je rejoins un peu ce point-là. Puis c'est un peu pourquoi les gens sont insouciants là-dedans, parce que dans leur fort intérieur, ils cherchent le despote éclairé. Le problème, c'est que ces deux mots-là ne peuvent pas fitter dans une même phrase. On ne peut pas avoir un despote et éclairé en même temps. C'est tout là le problème. C'est qu'il va être géré par. Puis les religions répondent un peu à ce genre de choses-là, ou à une espèce de force supérieure qui veut notre bien. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est des compagnies, mais ils veulent notre argent. Fait que oui, ils veulent notre bien, mais pas exactement le même bien. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Fait que oui. Puis ça rejoint un peu ça. C'est sûr, j'aimerais que cette technologie, ce AI, ces choses-là viennent améliorer ma vie. Donc, comme tu mentionnais l'exemple de si on enlève tes enfants ou peu importe, ou avoir un assistant personnel, oui. Mais je veux pas qu'une compagnie s'enrichisse au passage avec ça et vienne me vendre un médicament que je veux pas ou vendre un kayak que je veux pas. C'est là où la frontière éthique est très troublante. Puis clairement, on l'a pas. Puis ça rejoint. On a perdu le combat, oui.
est-ce qu'on a perdu les choses? Au final, j'espère que comme société, on va être capable de se ressaisir, c'est de mettre des règles, justement qu'on arrive à l'espèce de... Les données sont là, l'usage pour qu'elles soient définies pour arriver à une juste cause, mais tout en permettant aux compagnies de faire de l'argent au passage sans piller des... Fait que, c'est comme difficile d'arriver avec ce genre de choses-là parce que les humains veulent s'enrichir, ils s'en foutent puis ils se foutent de leur prochain. Mais il y a de quoi de bien qui s'en vient, là. Sur Facebook, la vérité va sortir maintenant, là. On sait qu'il n'y a plus de filtre, là. Il l'a dit, Zuckerberg. Oui, exactement. Puis ça va alimenter les modèles de AI. Ça va être fantastique. On va voir l'homme dans son plus bel état. Ça va être méchant. Ben, je trouve ça fantastique, là, mais à une époque, on avait des tavernes. À une époque, dans les tavernes, ils se disaient beaucoup de choses bizarres. Mais ça restait dans les tavernes. Quand on sortait des tavernes, les choses bizarres restaient dans les tavernes. Puis les choses, ils ne sortaient pas à l'extérieur. Fait que c'était un exécutoire pour bien des gens de pouvoir dire des choses qui, normalement, on ne pouvait pas dire publiquement dans ces endroits-là. Le problème, c'est que la taverne, c'est rendu Facebook. Puis là, ça donne ce que tu dis là. Puis si on enlève les balises rudimentaires d'une vie publique et sociale qui nous empêchent de se donner des coups de poing à la gueule à tous les coins de rue parce qu'on s'engueule, ça devient un problème que la taverne soit partout. Parce qu'on est dans un contexte non filtré. La taverne servait d'endroit non filtré. Puis ça servait à un besoin on a une mauvaise journée, on a besoin de... Bon, c'est correct, mais ça restait dans un endroit clos, restreint, approprié, ish. Là, Facebook, pour moi, c'est pas un endroit approprié pour commencer à avoir un discours non contrôlé sur tout. Là. C'est comme aller dans la rue puis de commencer à insulter les gens. Ça, c'est juste non. C'est comme d'oublier que Facebook, c'est une réplique du monde réel. C'est comme si je vais commencer à insulter des gens au centre d'achat parce que ça me tente. Généralement, quand ça arrive, la police arrive assez vite. Les gens s'éloignent de toi assez vite aussi. Tu es comme un peu stigmatisé. Puis pourquoi on permettrait ce genre de comportement sur le net quand on ne le permet pas dans la vie publique, la vie réelle? En fait, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à ça que nous. Tu parles de Facebook, les jeunes le vivent plus sur Snapchat où il y a une discussion de groupe où presque toute la classe est là. Donc, tu dis quelque chose, là, tout le monde t'entend en même temps, puis tout le monde te voit. Là. C'est comme si tu le criais dans la classe, mais le professeur n'est pas là pour dire « Hey, qu'est-ce que tu as dit là, toi? » là? Ben, c'est au niveau d'une classe. Facebook, c'est au niveau c'est encore plus grand. Mais, tu sais, il y a tout le côté je suis derrière un écran, je ne suis pas redevable et il n'y a pas personne qui va me donner un coup de poing dans la face direct. Là. Mais quand quelqu'un se fait, on change un peu de sujet, là, mais quand quelqu'un se fait cyberboulier devant toute sa classe, puis que le professeur n'est pas dans la discussion pour mettre un stop à ça, tout le monde l'a vu, puis des fois, c'est la classe, puis l'autre classe, puis ça devient l'école au complet, puis ça se promène. Tu sais, oui, c'est une taverne globale. C'est une taverne globale, puis nous, en tout cas, moi, de ma jeunesse, j'ai pas eu à vivre avec ça. Aujourd'hui, les jeunes ils font face à cette facilité de communication-là que nous, on n'avait pas. Donc, quand il s'est passé quelque chose sur une de ces plateformes-là, instantanément, tout le monde est au courant, instantanément, tout le monde l'a vu, cette facilité d'accès à l'information-là a ça comme résultat. Là. C'est dangereux. Oui, puis il y a des mineurs à ça dans les tavernes. Ouais. Des gens qui n'ont pas un cerveau complètement formé. Disons ça comme ça. Là. Ouais, ils sont pas tous mineurs. T'as raison. Oui. Et pour en revenir au point, toutes ces conversations-là sont utilisées pour profiler, sont utilisées pour créer. Ces données-là sont enregistrées. On pourrait utiliser. Avant de déprimer un peu trop fort, parce que là, on est en train de tout ça dans une déprime assez grave, on va conclure. Je vous remercie. Merci de nous avoir accueillis pour le Cyber Chill. C'est toujours agréable de venir faire un tour ici. À chaque fois, je suis toujours impressionné par à quel point la grandiosité de votre accueil. Donc, merci énormément. Merci, bonne soirée. Merci.